Bonjour à tous et à toutes, et tout particulièrement au quatrième du collège Charlotte Delbo. Et bienvenue donc pour ce qui constituera la troisième séance de notre séquence 7 intitulée La Révolution française et l'Europe 1792-1815. Comme d'habitude, puisque l'on ne change pas une équipe qui gagne, après avoir planté le décor spatial lors de la première séance, puis le décor temporel avec les dates clés et les personnages majeurs de la séquence, eh bien, le moment est venu de passer à la troisième séance, celle qui va nous permettre d'ouvrir une fenêtre artistique sur notre séquence historique, c'est-à-dire l'histoire des arts. Et aujourd'hui, nous allons aborder sous l'angle artistique une des notions clés de notre séquence, et c'est la notion de sentiment national. Nous allons en effet voir un peintre qui, je l'espère, bientôt sera célèbre pour vous, Francisco de Goya, peindre et célébrer l'éveil du sentiment national en Europe à travers un tableau particulièrement connu et que tout élève de quatrième digne de ce nom doit connaître. Donc comment le peintre Goya a-t-il représenté la répression du soulèvement madrilène contre l'occupation française, mais comment aussi, d'une certaine manière, a-t-il célébré l'éveil du sentiment national, au moins en Espagne, si ce n'est en Europe, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le tableau, le voici. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont en train de se dire ah bah oui, tiens, je l'ai déjà vu. Ou peut-être pas. Mais c'est vrai que parmi tous les tableaux du 19e siècle, celui-ci a une place importante parce que véritablement c'est un tableau fondateur, de l'éveil du sentiment national, encore une fois, et c'est un tableau qui témoigne véritablement des relations, là on va dire, extrêmement tendues entre la France napoléonienne et l'Europe dans les années 1800. Alors comme vous pouvez le voir aussi, c'est pas un tableau extrêmement joyeux, hein, bien au contraire, on va avoir l'occasion d'y revenir. Âme sensible s'abstenir, puisque ce tableau nous présente ni plus ni moins qu'un massacre. Quelques mots sur le peintre, l'artiste, l'auteur du tableau, donc Francisco de Goya, qu'en français on a tendance à appeler Goya tout court. Donc vous voyez, il est né au milieu du XVIIIe siècle et il est mort en 1828. Vous avez un autoportrait de lui, 1815, où il commence à être assez âgé, et on voit que, à travers cet autoportrait, que Francisco Goya respire pas une profonde joie de vivre, hein. C'est un peintre assez tourmenté. D'ailleurs, sa peinture reflète assez largement les tourments de son âme, hein. Il fallait être un Francisco de Goya pour peindre El Tres de Mayo le 3 mai, puisque c'est le titre du tableau que nous allons étudier. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce peintre? Parce que le parcours de Francisco de Goya va expliquer très largement sa peinture et donc le tableau qu'on va étudier. Donc il faut savoir 2-3 choses sur lui. C'est un peintre qui n'est pas très conformiste. J'entends par là qu'il a tendance à voir sa peinture à lui. Bon, vous me direz comme beaucoup de peintres, mais bon, il s'est inspiré des grands peintres qui l'ont précédé. Il voue en particulier une passion pour un autre peintre célèbre qui s'appelait Velázquez.
Il s'est beaucoup familiarisé avec d'autres grands peintres de différentes époques, comme Rembrandt par exemple, à qui il va emprunter la technique du clair-obscur. Je vous expliquerai cela dans quelques instants, puisque elle, Thérèse Desmaillots, euh, fait une large part au clair-obscur de Rembrandt, justement, mais c'est un peintre qui a son propre style, pas forcément très académique, donc ça plaisait pas à tout le monde. Bah, par exemple, Francisco de Goya, il met véritablement la main à la pâte, j'entends par là qu'il ne peint pas uniquement avec un pinceau, comme beaucoup de ses confrères, mais il peint aussi avec ses doigts. Et il n'hésite pas à mettre ses doigts, à faire des grandes traînées dans sa peinture, et ce qui fait que, aux yeux de certains, c'est un barbouilleur plus qu'un peintre. Surtout, Francisco de Goya prend des libertés avec la morale de son époque. Il va peindre des tableaux qui vont prêter à controverse, qui vont lui attirer beaucoup d'ennemis, en particulier l'Église, et en particulier, dans ce particulier qui est l'Église catholique espagnole, le tribunal de la Sainte Inquisition, pour qui Francisco de Goya est un monstre qui peint des horreurs, hein, puisqu'il n'hésite pas à peindre des femmes nues. Et ça, pour l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Alors, ça ne va pas empêcher Francisco de Goya de devenir peintre officiel de la cour d'Espagne en 1786, mais encore une fois, c'est pas forcément un peintre très populaire, et même le roi d'Espagne n'apprécie pas son talent plus que ça. Bon, ce qu'il faut dire aussi et surtout que ce que le roi d'Espagne n'apprécie pas chez Francisco de Goya, c'est que Francisco de Goya a une conscience politique et qu'il est très enthousiaste avec tout ce qui concerne la philosophie des Lumières. Francisco de Goya est un amoureux de la liberté, et il est donc devenu également un amoureux de la France, le pays voisin de l'Espagne, puisque la France, c'est la patrie de Voltaire, c'est la patrie de ce pays où on revendique la liberté et l'égalité, et il se trouve que dans cette monarchie absolue d'ancien régime qu'est l'Espagne, eh bien Goya se sent assez mal à l'aise, et quand éclate la Révolution française, Francisco de Goya applaudit à tout rompre, et il espère bien que la Révolution française va déborder sur l'Espagne. Et c'est pour cela que quand Napoléon fait occuper l'Espagne par ses troupes, au départ, Goya n'est pas plus choqué que cela, parce qu'il a le sentiment que les Français vont exporter les bienfaits de la Révolution de 1789, et en particulier la liberté et l'égalité, en Espagne. Et quand les Français vont se mettre à massacrer des Espagnols qui ont osé se révolter contre eux, eh bien, ça va être un véritable crève-cœur pour Francisco de Goya, qui va être partagé entre son amour pour l'Espagne et son amour pour la France. Et oui, il y a de quoi devenir véritablement schizophrène dans cette situation quand vos deux amours sont en train de s'entretuer sous vos yeux, et c'est ce qui se passe entre 1808 et 1814, puisque les Espagnols, le peuple espagnol, prend les armes contre l'occupation militaire française. Et l'œuvre de Goya, entre 1808 et 1814, témoigne de cette véritable schizophrénie, de cette coupure en deux de l'esprit, de l'âme de Goya. Parce que c'est le même Goya qui va peindre un portrait de Joseph Ier d'Espagne, autrement dit Joseph Bonaparte, autrement dit le frère que Napoléon Ier a placé sur le trône d'Espagne, contre la volonté des Espagnols. Et ce portrait, eh bien, vous le voyez à droite, sauf que c'est un portrait inachevé, même si on devine les traits du visage de Joseph. C'est un portrait inachevé et qui a été recouvert
par un autre portrait, celui d'un docteur, un familier de Goya. Et donc en fait, le portrait de Joseph était camouflé sous la peinture du portrait. Et ce sont les rayons X, c'est donc la science qui a permis de révéler le vrai portrait caché, si j'ose dire, sous le faux. Un peu comme si Goya avait eu honte d'avoir éprouvé de l'admiration pour la famille Bonaparte, et c'est très certainement le cas. Parce que oui, Goya a de l'admiration pour la France, et pour la Révolution française tout particulièrement. Mais en même temps, les Français sont les occupants, ceux qui, au nom de la liberté, sont venus justement priver les Espagnols de leur propre liberté. Et pendant cette période de la guerre d'Espagne, entre 1808 et 1814, eh bien, Goya va aussi peindre toute une série de gravures, 82 gravures, qu'il va finir par intituler « Les désastres de la guerre ». Et alors là, croyez-moi, c'est pas réjouissant à voir. Je vous en montre un exemplaire, peut-être le plus présentable, hein, c'est pour vous dire le reste, à quoi ça peut ressembler, où vous avez un Espagnol, un civil espagnol, qui s'apprête à fendre comme une bûche, un soldat français à terre, hein, dans cette sorte de grande mêlée où on s'étripe entre Espagnols et Français pendant cette guerre d'Espagne. Et en fait, Goya est un très bon témoin de ce que les Espagnols ont inventé à l'époque. C'est ce qu'on appelle la guérilla, c'est-à-dire cette guerre d'embuscade où on n'a pas les moyens militaires de s'opposer aux Français parce que les Français sont les plus forts. Donc, comme on ne peut pas attaquer les Français de face sur un champ de bataille, ben on les attaque dans le dos, à la nuit tombée, par surprise, et ça finit au corps à corps. C'est ça ce que l'on appelle la guérilla, et aujourd'hui, ben, c'est une forme de guerre malheureusement extrêmement courante. Et ça implique aussi souvent que les civils se retrouvent au milieu de la bataille et que les civils sont souvent ceux qui payent le plus lourd tribut à la guérilla. Voilà, c'est donc le contexte de cette œuvre, El Tres de Mayo, et c'est la personnalité de son peintre, Francisco Goya, qu'il fallait que je vous présente, pour bien comprendre le tableau maintenant. Alors, on ne change rien à la démarche habituelle de l'histoire des arts. Nous allons donc commencer par compléter la petite fiche d'identité de l'œuvre. Donc je vous ai mis sur cette diapo un gros plan sur le cadavre et sur la flaque de sang, la mare de sang même, qu'on ne peut pas manquer de voir. Et surtout, je vous ai mis à côté la petite fiche tirée de Wikipédia, la petite fiche d'identité qui va vous permettre de compléter votre propre fiche d'identité à vous. Fiche d'identité que voici et que vous devez pouvoir trouver normalement sur votre ENT en pièces jointes. C'est la planche 3. Donc mettez-moi sur pause, revenez sur la diapo précédente et complétez la petite fiche d'identité. Alors, on a à peu près de quoi répondre à toutes les rubriques. Le nom de l'œuvre en espagnol, vous me pardonnerez hein, mon accent déplorable, El Tres de Mayo, hein, qu'en français on traduira par le 3 mai. Donc l'artiste Francisco de Goya, sa nationalité est espagnole. Il a réalisé son tableau en 1814, donc au moment même où les Espagnols venaient de triompher des Français, de les chasser d'Espagne et de mettre donc fin victorieusement à la guerre d'Espagne, commencée en 1808.
C'est un tableau romantique, enfin plus ou moins. Je reviendrai sur ce que j'appelle le romantisme dans quelques instants. C'est une peinture à l'huile de dimension assez monumentale, hein. C'est pas un tableau de poche, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque il a 2,66 m de haut sur 3,45 m de long, donc ça nous fait quand même une belle dimension. C'est un tableau monumental, et c'est voulu, on verra pourquoi. Le commanditaire, celui qui a passé la commande, c'est une sorte de gouvernement provisoire espagnol qu'on appelait le Conseil de Régence, qui s'est rappelé que Goya était peintre officiel de la cour d'Espagne avant l'invasion française et la guerre d'Espagne. Et si vous voulez admirer le chef-d'œuvre des Goya, si vous voulez l'admirer directement, il faut vous rendre à Madrid au célèbre musée du Prado, qui est un peu l'équivalent du Louvre pour la France. Alors vous avez dû remarquer que nous n'avons pas encore complété la dernière ligne du tableau, la particularité du tableau, mais ça vient. Parce que justement, j'aimerais que vous observiez en quelques instants cet autre tableau qui représente une scène de bataille, là encore, une masse confuse, hein, grouillante, entre la fourmilière et la mêlée de rugby, avec des corps dont on aperçoit que les visages furieux, des sabres qui se lèvent, et oui, c'est un corps à corps, avec des chevaux aussi qui s'emballent forcément au milieu de ce carnage. Et en fait, bah oui, vous l'avez deviné, c'est le même peintre. C'est le même style, c'est la même main qui a fait ce tableau. Et en fait, ce tableau s'intitule El Dos de Mayo, le 2 mai. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que El Dos de Mayo a comme suite logique El Tres de Mayo. C'est-à-dire qu'en fait, de Goya n'a pas peint un tableau, mais en réalité, il en a peint 2, à la suite. Autrement dit, c'est ce que l'on appelle en peinture un diptyque. Hein, c'est comme une œuvre en 2 parties. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que El Dos de Mayo vous montre le début de l'histoire, c'est-à-dire le moment, le 2 mai 1808, où les habitants de Madrid se révoltent spontanément, prennent les armes contre les Français qui occupent la ville. Et donc les civils sont les Madrilènes et les soldats en uniforme sont des Français. On reconnaît en effet assez facilement un dragon français avec son casque, son uniforme vert, il est cerclé de blanc. Mais alors par contre, ce qui donne une touche beaucoup plus exotique au tableau, ce sont ces curieux cavaliers avec ces cerouelles, là, ces culottes bouffantes, ces vêtements, ces uniformes très très colorés, mais aussi leur peau extrêmement cuivrée, mate, basanée pourrait-on dire. En fait, ce sont des orientaux, c'est-à-dire des mamelouks, des soldats d'Égypte que Napoléon a ramenés de sa fameuse campagne quand il était jeune général au service du Directoire, au service de la République, au début de sa carrière. Et il en a fait un régiment de cavalerie d'élite qui participait à l'occupation de Madrid. Et donc quand les Madrilènes se révoltent contre les Espagnols, eh bien ils se révoltent forcément aussi contre les Mamelouks. Et je pense que les Espagnols ont dû trouver un surcroît de motivation dans leur lutte contre les Mamelouks, non seulement parce qu'ils représentaient des occupants, hein, les alliés des Français, mais en plus parce que les Mamelouks sont des musulmans, et dans cette
Espagne très très catholique, qui se rappelle que pendant plusieurs siècles, elle a été occupée par les musulmans et qu'il a fallu une reconquista, une croisade de plusieurs siècles pour les en chasser. Pour un Espagnol catholique, la présence de musulmans aux côtés des Français, c'est doublement insupportable. Et donc du coup, on va pouvoir finir de compléter notre fiche d'identité de l'œuvre. Le Tresse des Maillots a comme particularité d'être précédé par El Dos des Maillots, c'est-à-dire le 2 de mai, c'est-à-dire donc un premier tableau du même peintre et peint la même année. Après avoir dressé la fiche d'identité de l'œuvre, il est temps maintenant de passer à son exploitation, à son analyse, donc la description et les commentaires qui vont avec. Donc je vous laisse dans un premier temps faire cet exercice dont vous avez maintenant l'habitude. Associer chaque cercle vierge du schéma, du croquis, à son élément de légende correspondant. Donc mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement l'exercice et vous allez vous rendre compte qu'apparemment il y a un souci puisqu'il y a 9 éléments de légende mais qu'il y a 10 cercles à compléter. Et ben, je vous laisse réfléchir sur ce mystère. Alors en fait, voici le corrigé de l'exercice. Donc sur la droite du tableau, dans cette couleur un peu kaki, les soldats de Napoléon Ier, prêts à ouvrir le feu sur leurs victimes. En face, en jaune, un personnage qui ressort du lot, celui qui lève les bras, sur lequel on reviendra tout à l'heure, un madrilène anonyme qui expose sa poitrine au fusil des Français. À ses pieds, des cadavres qui nous laissent comprendre que les madrilènes qui sont encore debout, dans quelques instants, seront à leur tour étendus, morts sur le sol. Alors ensuite, quatrième élément, et c'est là que en fait le mystère est résolu. En fait, il y a deux éléments 4 à mettre, puisque de chaque côté du personnage principal, eh bien, vous avez les futurs suppliciés, les futurs martyrs, les futurs fusillés, qui font pour la plupart leur dernière prière et recommandent leur âme à Dieu. Ensuite, cinquième élément, un élément de décor, un quartier de Madrid, une église de Madrid plongée dans une nuit d'encre, avec, pour séparer les fusillés et les fusilleurs d'ailleurs de ce quartier de Madrid, un mur qui ferme l'espace, c'est le repère 6. La flaque de sang, c'est le repère 7. Le ciel d'un noir d'encre, comme je viens de le souligner, c'est le repère 8. Et enfin, une lanterne sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui éclaire la scène, qui nous permet de voir ce qui se passe. Pour Goya, l'art ne doit pas uniquement servir à faire joli, à être joli, à montrer le beau. Je vous l'ai dit, Goya a une conscience politique et il compte donc se servir de son art pour faire passer un message. Quand vous serez en classe de 3e, vous entendrez parler de ce qu'on appelle les artistes engagés, c'est-à-dire les artistes qui se servent de leur art, de leur talent d'artiste, pour faire passer
leurs idées et leurs messages politiques. Et bien là, Goya, d'une certaine manière, c'est déjà un artiste engagé. Et donc, il a l'intention de montrer la sauvagerie de la répression par les Français de la révolte madrilène de la veille. Et du coup, il va nous montrer l'étendue du massacre. Et donc, il va peindre ce qui serait considéré comme particulièrement indigne d'être montré dans une peinture au grand public. Il va nous montrer le sang. Il va nous montrer un cadavre défiguré par les impacts de balles et une mare de sang tout autour de lui. Il n'est pas là pour faire du artistiquement correct, bien au contraire. Il veut que le spectateur soit scandalisé, choqué par la scène à laquelle il assiste. Du reste, il me paraît intéressant de se demander qui nous sommes, nous, les spectateurs. Parce que l'angle de vue du tableau est assez intéressant. Je vous ai dit, c'est un artiste assez peu conformiste, Goya. Et la preuve avec El Tres de Mayo. Regardez, on n'est pas vraiment parmi les fusillés, heureusement d'ailleurs. On ne fait pas, voilà, on voit pas les soldats français de face. Mais on n'est pas non plus véritablement du côté des fusilleurs. On est un peu, alors on est très près de la scène, on va pas en perdre une miette, si j'ose dire, on va pas perdre une seule projection de sang, mais on n'est pas quand même tout à fait concerné, on est un tout petit peu en position intermédiaire. En fait, on est un petit peu, on adopte un peu, malgré nous, on n'a pas le choix. L'artiste nous impose d'adopter quelque peu le point de vue d'un chien errant attiré par l'odeur du sang chaud qui s'écoule des victimes. Voilà, on n'est ni tout à fait dans un camp, ni tout à fait dans l'autre. Et au fond, c'est un peu la position qu'a voulu exprimer Goya, qui est déchiré entre français et espagnol, qui n'a pas assisté de visu à la scène, mais qui s'est fait raconter par des témoins, par des survivants, qui s'est fait raconter l'exécution, et qui a voulu la retranscrire le plus fidèlement possible. Ce point de vue un peu particulier me fait penser à un autre tableau célèbre que nous avons étudié il n'y a pas très longtemps lors d'une de nos séquences d'EMC. Rappelez-vous, La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, peintre français de 1830 pour ce qui est du tableau, c'est-à-dire 16 ans seulement après Goya. Eh bien, figurez-vous que les deux peintres ont beaucoup de points communs. Eux aussi montrent... oui, ça tourne un peu au carnage quand même, la Révolution de 1830. Il y a des morts au premier plan sur la barricade. Ce sont tous les deux des peintres romantiques. Et oui, et ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer ce que c'est que le romantisme. Je vous dis pas que Goya et Delacroix c'est le même peintre, ils ont des différences, mais malgré tout, il y a une certaine comparaison, et notamment le point de vue qui est pas banal. Je vous le rappelle, dans le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, on n'est pas du bon côté, on est du côté des méchants, du côté des soldats de Charles X, du côté des ennemis de la liberté, vous voyez, bon, on est aussi impliqué dans le tableau. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle le romantisme? Je vous le rappelle, eh bien le romantisme, c'est trois choses. Le romantisme, c'est d'abord le mouvement. Dans le tableau de Delacroix, le peuple de Paris marche vers nous. Enfin, il a même l'intention d'ailleurs de nous marcher dessus, carrément. Donc, il y a du mouvement qui est suggéré. C'est un tableau, donc c'est une image fixe. Et pourtant, notre œil décode le tableau en imprimant un mouvement. Le fait que la liberté et le genou ployé suggère qu'elle est en train de marcher vers nous. Et alors, bon, je vous l'accorde, il n'y a pas
tellement de mouvements dans le tresse des maillots, puisque les fusilleurs français sont figés comme des statues. Il y a un peu plus de mouvements de la part des madrilènes qui se prennent la tête à deux mains, qui sont les genoux ployés, voilà. Alors par contre, la démonstration fonctionne beaucoup mieux avec le dos des maillots, où là, les chevaux, les hommes, en train de tomber, en train de bouger, en train de trancher des têtes à coups de sabre. Là, il y a un mouvement fou. Donc ça, c'est une première définition du romantisme, le mouvement. Chez Delacroix, comme chez Goya, le romantisme, c'est également l'expression des sentiments humains et des sentiments forts. Sur le visage de Gavroche, on peut lire la détermination, peut-être un peu de peur aussi, mais de... Comment dirais-je, on sent que l'enfant vit l'instant du moment, là, sur la barricade, il exprime toute une palette de sentiments. C'est pas une statue antique figée, hein, bon. Eh bien, c'est la même chose chez les personnages de Goya. Moi, j'ai toujours été frappé par les yeux des personnages, ces touches de blanc qui ressortent véritablement de la foule. Sur le tableau du dos des maillots, on lit la colère, la haine, aussi bien dans le regard du madrilène qui s'apprête à poignarder le mamelouk en train de chuter de cheval, que dans le visage du mamelouk qui s'apprête aussi à donner un coup de poignard. On lit la haine, on lit l'intensité des sentiments dans le regard. On dit bien que le regard, c'est le miroir de l'âme. On lit aussi la peur, le désespoir, si on a un peu de sensibilité, hein, évidemment. On lit également tous ces sentiments dans le regard du madrilène, dont on se demande d'ailleurs si c'est un homme ou si c'est une femme qui s'apprête à être fusillée dans El Tres des Maillots. Donc là, on a bien affaire véritablement à une peinture romantique qui exprime les tréfonds de l'âme humaine. Enfin, la dernière caractéristique d'une œuvre romantique, et c'est probablement la plus importante d'ailleurs, c'est que le romantisme exprime le combat pour la liberté, l'engagement pour la liberté. On l'avait vu avec Delacroix qui peint la Révolution de 1830 et dont le message est le suivant, hein, je vous le rappelle, la liberté, elle se mérite, la liberté ne s'offre qu'à celles et ceux qui sont prêts à se battre pour elle et s'il le faut, à mourir pour elle. Et au fond, le tableau de Goya, El Tres des Maillots, ne dit pas autre chose. Lui qui est déchiré entre la France et l'Espagne prend fait et cause pour les Espagnols. Ces courageux Espagnols qui font le sacrifice de leur vie pour avoir voulu vivre libre et en espagnol libre, débarrassés des Français, et qui meurent parce qu'ils ont échoué, certes, mais qui au moins ont la satisfaction de mourir libres. Alors, il est temps de faire un focus, ou si vous préférez un zoom, sur le personnage qu'on va appeler le personnage central du tableau, hein, celui qui attire tous les regards. Déjà parce que géographiquement, il est à peu près au centre de la composition. Voilà, c'est le personnage à la chemise immaculée, hein, c'est-à-dire d'une blancheur éclatante, hein, c'est presque une véritable réclame pour une marque de lessive, hein, cette chemise, cette camisata, cette chemise espagnole, cette chemise portée par le personnage espagnol, qui est probablement un paysan, hein, il est vêtu assez modestement. Bon, c'est un simple paysan anonyme qui va mourir, mais qui a été immortalisé et qui est devenu célèbre grâce au talent de Goya. Alors ce que je vais vous demander, c'est d'observer cette partie du tableau et de me trouver trois arguments qui permettent d'associer ce paysan anonyme à la figure du Christ. Eh oui, ni plus ni moins.
Mettez-moi sur pause, le temps de trouver, bien sûr. Pour un Espagnol de l'époque, Francisco de Goya, il n'était pas très porté sur la religion, hein. Et je vous l'ai dit, d'ailleurs, son engagement politique faisait que, bah oui, en bon partisan des Lumières, il avait tendance à considérer que l'Église catholique était du mauvais côté, c'est-à-dire du côté des ennemis de la liberté. Bon, mais il y a aussi le fait que l'Église catholique lui a fait beaucoup d'ennuis, hein. Je vous l'ai dit, quand il a peint un portrait de femme nue, le tribunal religieux de l'Inquisition lui est tombé dessus. Donc Goya portait pas l'Église dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourtant, dans ce tableau, d'une certaine manière, il représente le Christ. Donc c'est une référence chrétienne, la référence chrétienne ultime. Et pourquoi? Tout simplement parce que le personnage a les bras écartés, comme cloué sur une croix invisible. On ne voit pas la croix, mais on la devine. C'est le Christ. Le fait est aussi que si vous regardez attentivement la paume des mains, le personnage a des écorchures dans la paume des mains. Et ça, c'est pas un hasard. Hein, c'est pas un bricoleur du dimanche qui s'est fait mal. Non, non, c'est tout simplement parce que Goya a voulu évoquer les stigmata, les stigmates, c'est-à-dire les cicatrices au creux de la paume des mains, ces cicatrices qu'on a relevées sur la paume des mains du Christ une fois qu'il a été décloué de la croix. Et oui, puisqu'il a été accroché en étant les pieds et les mains cloués sur la croix. Et enfin, la figure du moine agenouillé qui prie à côté du personnage renforce cette dimension christique, cette dimension religieuse. Et du coup, si ce personnage est une sorte de réincarnation du Christ, eh ben ça veut dire que les Français sont des fusilleurs de Christ, sont des tueurs de Dieu. Ils commettent le crime de déicide. Et même quand on est aussi peu porté sur la religion que Goya, le crime de déicide, tueur de Dieu, hein, c'est quoi de pire? Par contre, on peut raisonnablement penser que, contrairement au, si j'ose dire, au vrai Christ, là, il n'y aura pas de résurrection. Parce que le tableau de Goya, encore une fois, il ne respire pas véritablement l'espoir. Pour un chrétien, la crucifixion, la mort du Christ, c'est évidemment pas la joie, mais néanmoins, il y a la promesse de la résurrection d'une vie dans l'au-delà. Ça compense. Chez Goya, il n'y a pas vraiment d'espoir de résurrection, hein. Le ciel est d'un noir, d'encre, désespérant. Les couleurs auraient pu être chaudes. C'est vrai que le sang rouge vif, le pantalon jaune, le pantalon du fusilier, là, d'un jaune à bouton d'or assez éclatant, la blancheur de la chemise, tout ça aurait pu donner des couleurs assez chaudes à l'ensemble, mais qui sont noyées dans des couleurs ternes, ces couleurs marronasses, verdâtres, vert de gris, sombres, qui font que ce tableau, véritablement, il est d'une tristesse absolue. Ah oui, parce qu'on est en train de montrer un carnage, hein, c'est pas une scène de carnaval. Donc il n'y a pas de résurrection. Et un peu comme dans le tableau de David, là, la mort de Marat, l'espace est assez fermé. Les Espagnols sont au pied du mur, parce que le mur qui est derrière eux les empêche de fuir, les empêche d'espérer un salut possible. Non, non, ce tableau suinte le désespoir. Goya, c'était pas un personnage très heureux, hein, je vous l'ai dit, hein. En plus, il était affecté d'une maladie qui l'a rendu progressivement sourd, et ce drame privé a aussi beaucoup joué sur son humeur et sur son caractère, donc sur sa peinture, forcément. Petite remarque sur la lumière, je vous avais dit que je vous en parlerai, donc je tiens parole. On voit que le personnage central, même si géométriquement il n'est pas tout à fait central, il ressort du lot parce qu'il est beaucoup plus lumineux. Donc il est beaucoup plus lumineux, encore une fois, parce qu'il porte des vêtements de couleur claire.
mais il est aussi très lumineux parce que le personnage se prend de face, la lumière surgit de la lanterne posée entre les fusilleurs et les fusillés, et cette lumière vive éclaire ce que Goya veut nous montrer, c'est-à-dire le personnage central, celui qui met les Français au défi, fusillez-moi si vous l'osez, bande de lâches. Hein, c'est un peu ça qui pourrait être en train de leur dire, ou même pas peur, ou même pas mal. Et donc là, on voit que Goya s'est inspiré d'un de ses maîtres en peinture, hein, enfin d'un de ses modèles plus exactement, le fameux Rembrandt, qui était l'inventeur de ce qu'on appelait le clair-obscur, c'est-à-dire jouer sur l'obscurité globale, un tableau qui est plongé dans une certaine obscurité, tout est sombre, et des flashs de peinture très exactement là où il veut accentuer les détails. Démonstration par l'image. Vous avez ici l'un des tableaux les plus célèbres de Rembrandt, la leçon d'anatomie du docteur Tulp de 1632, et vous comprenez mieux qu'il y a quand même un air de parenté entre le tableau de Goya et le tableau de Rembrandt, et cette parenté, c'est le jeu de clair-obscur. Alors le moment est venu après avoir présenté l'œuvre à travers sa fiche d'identité, après avoir décrit et commenté l'œuvre, le moment est venu c'est peut-être le plus important d'ailleurs, de distinguer les objectifs du peintre. Qu'est-ce que le peintre a voulu dire, montrer pour l'éternité, hein? C'est ça la force de la peinture, c'est que le message a survécu à son propriétaire. Qu'est-ce que le tableau, encore aujourd'hui, veut-il nous dire? Alors là, l'exercice est simple, vous avez l'habitude, je vous aide. J'ai formulé moi-même les 3 messages principaux du tableau et je vais vous demander de me les reconstituer. Donc, mettez-moi sur pause le temps de faire le travail. Voici le corrigé de l'exercice. Bon, ça n'était pas, je pense, très difficile. Goya veut d'abord montrer la violence de la répression française. Il veut aussi dénoncer l'inhumanité, la cruauté de l'occupant français qui fusille des gens qui ont été capturés parce qu'ils avaient des traces de combat de la veille sur les mains, de la poudre qu'on utilise pour tirer avec des armes à feu, ou des écorchures, du sang, des traces de sang. Donc des gens qui ont été parfois pris au hasard et qui ont été fusillés sans procès, à peu près 400 victimes, on pense, le 3 mai 1808. Donc c'est une inhumanité, cette cruauté de l'occupant français. Et puis il veut et surtout célébrer encore une fois le combat et l'esprit de sacrifice des Madrilènes qui sont prêts à mourir pour leur liberté parce qu'ils sont fiers d'être espagnols et ils sont fiers d'être libres. Alors, pour finir, comme vous avez été bien sage, un petit bonus d'histoire des arts. Parce que l'art établit des correspondances entre œuvres, entre artistes, et je vous ai laissé entendre que Goya avait été influencé par des peintres comme Velázquez ou comme Rembrandt, mais Goya a aussi inspiré à son tour d'autres peintres. Et en particulier un autre peintre dont vous entendrez parler quand vous serez en classe de 3e, hein, ce sera bientôt, parce que c'est un des peintres les plus célèbres de son époque. C'était aussi un peintre engagé sur le plan politique. C'était aussi un peintre espagnol de naissance, mais qui aimait beaucoup la France et qui d'ailleurs a fait l'essentiel de sa carrière en France. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de points communs entre Goya et le lui en question, c'est Pablo Picasso.
Et je vous montre ici un tableau qui n'est pas le plus célèbre des tableaux de Pablo Picasso, mais qui est quand même assez connu et qui s'intitule Massacre en Corée. Ah oui, décidément, aujourd'hui, on ne voit pas des choses joyeuses. Et pourquoi ce tableau Massacre en Corée? Parce que c'est assez évident. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que Massacre en Corée est un copier-coller de El Tres des Maillots, hein, ça serait un peu exagéré. Il y a des différences notables. Le traitement pictural n'est pas le même, hein. Picasso a inventé le cubisme. Bon, et les personnages, les fusilleurs sur la droite du tableau sont traités de manière cubiste, par opposition aux fusillés qui sont eux traités de manière expressionniste, de manière beaucoup plus classique. Mais néanmoins, on voit bien quand même qu'il y a un air de parenté entre les deux tableaux. Déjà par le thème, parce que Pablo Picasso dénonce dans ce tableau de 1951 un massacre qui est intervenu quelques mois auparavant, qui a fait beaucoup de bruit au sein de l'opinion publique internationale, lors de ce qu'on appelait la guerre de Corée, quand des civils ont été massacrés, assassinés, peut-être accidentellement d'ailleurs, peu importe, mais ils sont morts. Plusieurs centaines de civils, 400 civils, auraient été tués pendant la guerre de Corée par des frappes américaines. Alors, pour finir, comme vous avez été bien sage, un petit bonus d'histoire des arts. Parce que l'art établit des correspondances entre œuvres, entre artistes, et je vous ai laissé entendre que Goya avait été influencé par des peintres comme Velázquez ou comme Rembrandt. Mais Goya a aussi inspiré à son tour d'autres peintres. Et en particulier un autre peintre dont vous entendrez parler quand vous serez en classe de 3e, hein, ce sera bientôt, parce que c'est un des peintres les plus célèbres de son époque. C'était aussi un peintre engagé sur le plan politique. C'était aussi un peintre espagnol de naissance, mais qui aimait beaucoup la France et qui d'ailleurs a fait l'essentiel de sa carrière en France. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de points communs entre Goya et le lui en question, c'est Pablo Picasso. Et je vous montre ici un tableau qui n'est pas le plus célèbre des tableaux de Pablo Picasso, mais qui est quand même assez connu et qui s'intitule Massacre en Corée. Ah oui, décidément, aujourd'hui, on ne voit pas des choses joyeuses. Et pourquoi ce tableau Massacre en Corée? Parce que c'est assez évident. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que Massacre en Corée est un copier-coller de El Tres des Maillots, hein, ça serait un peu exagéré. Il y a des différences notables. Le traitement pictural n'est pas le même, hein. Picasso a inventé le cubisme. Bon, et les personnages, les fusilleurs sur la droite du tableau sont traités de manière cubiste, par opposition aux fusillés qui sont eux traités de manière expressionniste, de manière beaucoup plus classique. Mais néanmoins, on voit bien quand même qu'il y a un air de parenté entre les deux tableaux. Déjà par le thème, parce que Pablo Picasso dénonce dans ce tableau de 1951 un massacre qui est intervenu quelques mois auparavant, qui a fait beaucoup de bruit au sein de l'opinion publique internationale, lors de ce qu'on appelait la guerre de Corée, quand des civils ont été massacrés, assassinés, peut-être accidentellement d'ailleurs, peu importe, mais ils sont morts. Plusieurs centaines de civils, 400 civils, auraient été tués pendant la guerre de Corée par des frappes américaines. Ce qui fait particulièrement la parenté entre les deux tableaux, c'est que l'humain, les émotions humaines s'expriment chez les fusillés. Et la même
absence d'humanité, la même absence de sentiments humains, la même absence d'émotions se reflète aussi bien chez les fusilleurs napoléoniens du tableau de Goya que chez les fusilleurs américains qui sont des véritables boîtes de conserve en fait, hein, qui tiennent aussi bien du chevalier du Moyen-Âge que du robot futuriste du côté du tableau de Picasso. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un combat, l'éternel combat entre l'humanité d'un côté et l'inhumanité de l'autre. Et c'est pour cette raison que Pablo Picasso s'est clairement inspiré du tableau de Goya, puisque les époques sont différentes, les fusilleurs et les fusillés ne sont pas les mêmes, d'accord, mais au fond, c'est toujours l'éternel combat entre le bien et le mal. Voilà, je vous laisse réfléchir sur la portée quasi philosophique de cette dernière affirmation et je vous souhaite donc un bon apprentissage de ce tableau et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée aux relations entre la France et l'Europe entre 1792 et 1815. À bientôt!